D'accord. Donc nous accueillons ce soir un spectacle de Daniel Léon avec Carmen de Santiago. Voilà, je vous laisse découvrir le spectacle. Elles seront disponibles après pour des échanges autour du bar et d'un verre. Je vous laisse. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. Lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève que les trésors hérités du passé. Digérés, assimilés et recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. À 14 ans, je suis tombée dans un de ces désespoirs sans fond de l'adolescence. Et j'ai sérieusement pensé à mourir à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. Les dons extraordinaires de mon frère, qui a eu une enfance et une jeunesse comparables à celle de Pascal, me forçaient à en avoir conscience. Je ne regrettais pas les succès extérieurs, mais de ne pouvoir espérer aucun accès à ce royaume transcendant où les hommes authentiquement grands sont seuls à pouvoir entrer et où habite la vérité. J'aimais mieux mourir que de vivre sans elle. Après des mois de ténèbres intérieures, j'ai eu soudain et pour toujours la certitude que n'importe quel être humain, même si ses facultés sont presque nulles, pénètre en ce royaume de la vérité réservé aux génies. Si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention pour l'atteindre. La vérité est comme la lumière. Elle n'est pas visible, mais elle rend visible ce qu'elle éclaire. Il est impossible qu'elle ne soit pas présente en tout temps, en tout lieu, à la disposition de quiconque la désire. Cette certitude m'a fait persévérer pendant 10 ans dans des efforts d'attention que ne soutenait presque aucun espoir de résultat. La certitude que j'avais reçue, c'est que lorsqu'on désire du pain, on ne reçoit pas des pierres. Et en ce temps-là, je n'avais pas lu l'Évangile. Alors que le nom même de Dieu n'avait aucune part dans mes pensées, j'avais à l'égard des problèmes de ce monde et de cette vie une conception chrétienne, explicite, rigoureuse, avec les notions les plus spécifiques que cela comporte. Certaines de ces notions sont en moi, aussi loin que mes souvenirs remontent. Pour d'autres, je ne sais quand, de quelle manière et sous quelle forme elles se sont imposées en moi. À 16 ans, après que j'ai traversé les inquiétudes sentimentales de l'adolescence, la notion de pureté, avec tout ce que ce mot peut
pour un chrétien s'est emparé de moi. Cela m'est apparu dans la contemplation d'un paysage et s'est imposé peu à peu, d'une manière irrésistible. Quelle beauté, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes trop enfoncés dans les préoccupations utilitaires du quotidien ou trop influencés par les conceptions scientistes, mesurantes et quantifiantes, nous ne voyons autour de nous que des objets, un par un. Nous ne voyons pas l'harmonie invisible dans laquelle ils habitent, dans laquelle ils sont reliés en un tout, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. L'amour, l'amitié ne devrait pas chercher autre chose que de partager cette joie d'un mystère qui se dévoile au lieu d'espérer un bonheur, une puissance, sans regarder ce qui est, mais ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire un rêve, une illusion pour échapper à la solitude. La vraie joie est un mariage avec le réel, avec ce qui est là, maintenant, et qui nous relie au monde. Simone Weil est née le 3 février 1909, à Paris, dans une famille juive. Sa grand-mère paternelle était très attachée à la religion et veillait à ce que l'on ne fasse rien de contraire aux prescriptions de la loi. 6 mois après la naissance de Simone, sa mère eut une crise d'appendicite. Soumise à un traitement rigoureux, elle continua cependant d'allaiter sa fille. À partir de ce moment, Simone alla moins bien. Elle ne grandissait plus, ne voulait être nourrie qu'au biberon. Jusqu'à l'âge de 2 ans, le pronostic du médecin était très réservé. « Cet enfant ne peut pas vivre », avait-il déclaré. Elle devait plaisanter plus tard sur ce dépérissement précoce, dû apparemment au lait maternel altéré par la maladie et le traitement. Elle se plaignait, en souriant, d'avoir été empoisonnée dans sa première enfance. « C'est pour ça, disait-elle, que je suis tellement ratée. » Une de leurs cousines leur faisait toujours de beaux cadeaux. Un jour, elle lui fit présent d'une bague. Simone dit « Je n'aime pas le luxe ». Cela fit beaucoup rire, car elle avait à peine 3 ans. À 4 ans, elle suit son frère partout, s'intéresse à tout ce qu'il fait. Dès leur plus jeune âge, ils font ensemble beaucoup de blagues qui déconcertent les adultes, comme frapper aux portes des voisins, pieds nus, en disant qu'ils ont faim, que leurs parents ne les nourrissent pas. Et ils reviennent chez eux le soir, les poches pleines de gâteaux. Son frère, de 3 ans plus âgé qu'elle, lui fait partager ce qu'il apprend en classe. Il lui explique l'astronomie dans le tramway. Dans une maison où ils ont habité quelque temps, il trouve un livre de géométrie et se met à l'étudier tout seul. À l'âge de 8 ans, il est capable de résoudre des problèmes difficiles et l'on soupçonne dès lors son génie de mathématicien. En 1916, ils ont chacun pour filleul de guerre un soldat au front, avec qui ils correspondent et pour lequel ils mettent de côté leur ration de sucre et de chocolat. Le protégé de Simone a obtenu une permission et il vient loger chez les Weil. Ils se promènent tous les deux en se tenant par la main. Elle ne le reverra plus, car il sera tué peu de temps après. À 9 ans, en première année de lycée,
elle constitua avec un groupe d'amis une association des chevaliers de la table ronde, chargée de redresser les torts et d'exercer la charité. Chaque chevalier devait avoir un protégé. Simone choisit une enfant dont l'intelligence était lente et la mémoire rebelle. Elle fit convenir ses amis qu'on l'aiderait pour qu'elle puisse suivre la classe. Elle s'intéressait de plus en plus à la politique. Elle vit dans le traité de Versailles, signé en juin 1919, elle avait alors 10 ans, la volonté, disait-elle, d'humilier l'ennemi vaincu. La honte qu'elle en éprouva et sa sympathie pour les vaincus lui fit répudier pour longtemps son patriotisme d'enfant. À 11 ans, elle disparut de la maison pendant toute une après-midi. Elle était allée rejoindre une manifestation de chômeurs, boulevard Saint-Michel. En ce qui concerne la générosité, le souci des autres, la pitié, personne n'a jamais ignoré qu'elle les avait au plus haut point. Simone de Beauvoir, qui préparera avec elle l'entrée à Normal Sup, racontera à l'une de ses amies. J'avais entendu dire que lorsqu'on avait évoqué devant elle une famine qui venait de dévaster la Chine, elle s'était mise à pleurer. Ses larmes ont forcé mon respect, plus encore que ses dons philosophiques. J'enviais un cœur capable de battre à travers l'univers entier. On pouvait penser qu'elle n'avait pas les mêmes besoins, les mêmes désirs, qu'elle n'était pas blessée des mêmes choses que les autres. Mais c'est qu'elle s'interdisait toute faiblesse, avec une volonté si ferme qu'on pouvait prendre pour singularité de nature ce qui était un effet de sa volonté. Mais si elle semblait avoir surmonté tout ce que l'incarnation comporte ordinairement de passions inférieures et d'égoïsme, elle mettra du temps à se défaire de ses jugements tranchants, de la hauteur de ses condamnations, de son dédain pour les formes de la politesse. Elle était un étrange mélange de froideur et de passion, avec des raisonnements d'une rigueur impitoyable et des élans d'enthousiasme ou d'indignation, parfois naïfs, mais toujours pour de nobles causes et en dehors de tout intérêt ou désir personnel. En regard des projets qu'elle formait déjà, c'était, dira-t-elle plus tard, une grande malchance d'être une femme. Aussi faisait-elle tout pour ne pas être considérée comme telle. Elle portait des vêtements de coupe masculine, toujours le même modèle, une sorte de costume tailleur à jupe assez large et des souliers plats. Ne cherchant pas à plaire, elle n'était pas susceptible, ni timide. La boucherie de ses gestes, surtout de ses mains, les expressions particulières de son visage, lorsqu'elle concentrait sa pensée, son regard pénétrant à travers les verres épais, son sourire, tout respirait en elle, la franchise totale, l'oubli de soi, et révélait une noblesse d'âme qui fut certainement à l'origine des sentiments qu'elle inspirait à ses élèves. Pendant ses années de Cagnes au lycée Henri IV, elle devient l'élève enthousiaste du philosophe Alain. Elle partage avec lui la même passion de la morale, de la découvrir comme ne faisant qu'un avec l'action libre. En février 1926, elle a tout juste 17 ans. Elle lui remet un devoir sur le thème « Le beau et le bien », où elle décrit l'acte moral, non pas comme un acte conforme à telle ou telle règle, mais comme un acte libre, imprévisible, et qui est une création, comme une œuvre d'art. Le cœur du développement de son devoir est une méditation sur l'histoire d'Alexandre, traversant le désert et souffrant de la soif, comme ses soldats.
très loin et lui apporte de l'eau qu'il a recueillie dans un casque. Alexandre prend le casque, reste un moment immobile. Tous ont les yeux fixés sur lui. L'univers est rempli du silence et de l'attente de tous ces hommes. Et brusquement, Alexandre, ne voulant pas être plus favorisé que ses soldats, verse l'eau dans le sable. Personne, Alexandre moins que tout autre, n'aurait osé prévoir cette action étonnante. Mais une fois l'action accomplie, il n'est personne qui n'ait le sentiment que cela devait être ainsi. La liberté véritable ne se définit pas par un rapport entre le désir et la satisfaction, mais entre la pensée et l'action. Pour Alexandre, la pensée de la soif des autres a été plus forte que son propre besoin de boire. Et cette pensée lui a fait trouver l'action adaptée à la situation. Verser cette eau qui ne pourrait suffire à tous. Et cette eau versée devient, par la grâce du sacrifice d'un seul, désaltérante pour tous. Je suis reçue au concours de l'école normale supérieure de la rue du Mont. Et à 22 ans, je passe l'agrégation. Quand il s'est agi de me trouver un poste de professeur de philosophie, le directeur de Normal Sup, Célestin Douglet, avait déclaré: quant à la Vierge Rouge, on la laissera en paix préparer des bombes pour le grand soir. On la mettra le plus loin possible, de façon à ne plus entendre parler d'elle. Elle obtient aussitôt un poste de professeur de philosophie au lycée du Puy-en-Velay, au fin fond de l'Auvergne. Le 30 septembre, elle arrive au Puy, et l'une des premières choses qu'elle découvre en parcourant les rues est une carte postale représentant la Vierge Rouge du Puy, une statue de bronze trônant sur un promontoire. Enchantée, elle l'achète et l'envoie à Bouclé. Cher Monsieur Bouclé, la Vierge Rouge est arrivée à bon port. Simone Veil. Elle donne ses cours au lycée de filles. Et là, sur la place Michelet, juste devant le lycée, des chômeurs sont employés à casser les cailloux. Comme ils sont payés au mètre cube et que ce ne sont pas des gens du métier, ils arrivent très péniblement à gagner 6 francs par jour. Simone s'en émeut et il les accompagne lorsqu'ils se réunissent à la Bourse du Travail. Il est décidé d'envoyer une délégation auprès du maire du Puy pour lui présenter une liste de revendications. Simone en fait partie. Comme le maire ne veut pas les recevoir, il décide d'aller le soir même assister à la séance du conseil municipal. Voyant que les chômeurs se laissent intimider, Simone intervient. 2 jours plus tard, elle est appelée à l'inspection académique pour répondre à un rapport de police. Madame Veil, avez-vous conduit les chômeurs? Oui, je les ai accompagnés. Ils en avaient bien besoin. Est-il vrai qu'à la sortie du conseil municipal, vous soyez allé au café avec un groupe de chômeurs et que vous ayez payé leur consommation? Oui, c'est tout à fait vrai. Et alors, les chômeurs sont-ils une caste inférieure à celle des professeurs?
Des intouchables? Elle est convoquée au rectorat de Clermont-Ferrand. Ses nombreux amis se mobilisent, à commencer par ses élèves et leurs parents. Un professeur qui avait écrit un article dans la Tribune républicaine pour la défendre déclara à des amis: « Je n'avais jamais compris l'histoire de Jeanne d'Arc. Maintenant, je la comprends. » Elle avait par ailleurs décidé de se contenter pour vivre de la somme correspondante à l'allocation quotidienne de chômage, envoyant le reste de son salaire à des organisations de secours, à la caisse de solidarité des mineurs de Saint-Étienne. Elle désirait depuis longtemps travailler en usine, s'échapper de ce qu'elle sentait être un monde d'abstraction, pour se trouver parmi des hommes réels, bons ou mauvais, mais d'une bonté ou d'une méchanceté véritable. Elle voulait étudier dans la pratique par quel mécanisme s'établit l'oppression de l'homme par l'homme, et d'abord de l'homme par la machine, afin de savoir comment on pourrait l'abolir. Plongée elle-même dans la misère, elle verrait mieux quels remèdes y sont appropriés. Elle demande un congé pour études personnelles et se fait embaucher chez Alstom, puis comme fraiseuse chez Renault. Dans un atelier où le travail était particulièrement dur, il s'agissait pour elle de placer de grosses bobines de cuivre dans un four percé de trous par où passaient des flammes et de les retirer quelques instants après. Quand le premier jour, elle se brûlait en enfournant les bobines ou en les retirant, un soudeur qui travaillait en face d'elle lui adressait chaque fois un sourire triste, plein de sympathie fraternelle, qui lui faisait un bien indicible. Quand au bout d'1 heure et demie de ce travail, la chaleur, la fatigue et la douleur lui ayant fait perdre le contrôle de ses mouvements, elle n'avait pu descendre le tablier du four. Un chaudronnier s'était précipité et l'avait baissé pour elle. Quelle reconnaissance à des moments pareils. L'épuisement finit par me faire oublier les raisons véritables de mon séjour en usine. Il rend presque invincible pour moi la tentation que comporte cette vie, celle de ne plus penser. Seul et unique moyen de ne pas en souffrir. C'est seulement le samedi après-midi et le dimanche que me reviennent des souvenirs, des lambeaux d'idées, et que je me souviens que je suis aussi un être pensant. L'effroi me saisit en constatant la dépendance que je me trouve vis-à-vis des circonstances extérieures. Il suffirait qu'elles me contraignent un jour à un travail sans repos hebdomadaire et je deviendrais une bête de somme. L'oppression du travail, c'est d'abord le fait d'une organisation sociale du travail qui empêche l'individu d'éprouver d'une façon complète sa présence au monde par l'exercice de toutes ses facultés. En fait, toute notre civilisation est fondée sur la spécialisation. Et cela implique l'asservissement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent. L'homme devient esclave lorsque ses gestes procèdent d'une autre source que sa pensée. Chaque travailleur devrait pouvoir contrôler lui-même l'adaptation de ses efforts avec l'ouvrage à produire et leur coordination avec les efforts des autres. Pour cela, il faut aussi transformer les machines. Il faut que l'ouvrier ait le sentiment d'avancer dans le temps, d'aller à chaque effort vers un certain accomplissement. La transformation des machines peut seule empêcher le temps des ouvriers de se calquer sur le temps des horloges.
Jusqu'ici, les techniciens n'ont jamais eu autre chose en vue que les besoins de la fabrication. S'ils se mettaient à avoir toujours présent à l'esprit les besoins de ceux qui fabriquent, c'est là que les conditions de travail commenceraient à changer, vraiment. Ce n'est pas la machine elle-même qui est à transformer, qui est à mettre en accusation. Elle est à transformer, mais ce n'est pas elle qui est à mettre en accusation. C'est sa conception. Il faut qu'elle puisse permettre d'accroître la qualité d'attention de l'ouvrier dans sa tâche. Au lieu de lui imposer sa loi par des gestes mécaniques qui ne font pas appel à sa conscience. Tiens, par exemple, quand la machine tombe en panne, on va vite chercher le régleur pour ne pas faire baisser le rendement. Et lui, il se dépêche, il trouve la solution. Mais il ne dit rien, il n'explique rien. Et l'ouvrière revient à son poste, reprend sa cadence, sans en savoir plus sur ce qui s'est passé avec la machine. C'est cela qu'il faut changer, qu'il faut transformer complètement. Ce gouffre entre celui qui exécute et celui qui sait. J'ai remarqué chez les êtres un peu frustes, parmi lesquels j'ai partagé la vie au travail, que l'élévation de la pensée, c'est-à-dire la faculté de comprendre, d'émettre des idées générales, va toujours de pair avec la générosité du cœur. Autrement dit, ce qui baisse l'intelligence dégrade tout l'homme. À quoi sert aux ouvriers d'obtenir des augmentations de salaire si pendant ce temps, les ingénieurs des bureaux d'études appliquent les méthodes du taylorisme en inventant des machines qui épuisent leur corps et leur âme? Sans parler du danger d'épuiser les ressources de la terre dans cette course au rendement. Et à quoi leur servirait la nationalisation de l'économie si pour les ouvriers, l'esprit de ces bureaux d'études ne change pas? Le capitalisme signifie essentiellement l'expansion économique. Et cette expansion capitaliste n'est d'ailleurs plus loin du moment où elle se heurtera aux limites même de la surface terrestre. L'économie capitaliste, tout comme celle de l'Union soviétique, transforme les forces productives en forces de destruction. Car le principe de rendement, qui obéit à l'impératif de la puissance, conduit à concevoir la lutte contre la nature sur le modèle même de la guerre. Et voilà. Dans les deux régimes, il n'y a aucune différence pour l'ouvrier. Tant que le travail se fait de manière automatique, sans avoir la vision de l'ensemble dans lequel il va s'intégrer. Les travailleurs sont confinés dans une position servile et leur obéissance est achetée avec des promesses de gains matériels. Pour l'ouvrier, dans les deux régimes, les seuls stimulants pour le travail sont la contrainte et le gain. Et quand les ouvriers cherchent à améliorer leur sort, ils n'exigent que de meilleurs salaires. C'est parce qu'il leur manque le vocabulaire pour exprimer l'oppression qu'ils subissent. Et c'est ainsi qu'ils acceptent le poison corrupteur d'un salaire en échange de leur esclavage. Le fait de considérer le travail comme une chose vénale, dont la rémunération serait la seule motivation, est un pur mensonge qui masque la réalité. Et cette réalité, c'est que le mobile premier du travailleur est de participer à la réalisation d'une œuvre collective et dans l'amour du travail pour lui-même. Notre époque a pour mission propre, pour vocation,
de fonder notre civilisation sur la spiritualité du travail, qui deviendrait l'œuvre humaine par excellence. Car le travail est par définition l'activité par laquelle se forme notre relation au réel. C'est en cela qu'il est spirituel. Car il engage tout notre être, la tête, le cœur, les membres, en vue de réaliser une œuvre par le monde et pour le monde. Qu'y a-t-il de plus noble, de plus profondément humain, que de considérer non pas que l'on a des droits à défendre, mais des obligations intérieures sans lesquelles on ne pourrait vivre, comme celle de vouloir offrir ce que l'on sait faire à la collectivité. Si l'esprit du don de soi aux autres régnait dans la vie sociale, et non celui de revendiquer ses droits, c'est alors que nos sociétés pourraient vraiment se construire en vue du bien commun et du réel épanouissement de l'humain. Nous n'avons jamais rien connu qui ressemble, même de loin, à une démocratie. Dans ce que nous nommons de ce nom, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique. Il est évident, après examen attentif, que toute solution impliquerait d'abord la suppression des partis politiques. Les partis sont des organismes publiquement, officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice. La cristallisation artificielle en parti coïncide si peu avec les affinités réelles qu'un député peut être en désaccord pour toutes les attitudes concrètes avec un collègue de son parti et en accord avec un homme d'un autre parti. Combien de fois en Allemagne, en 1932, un communiste et un nazi discutant dans la rue ont été frappés de vertige mental en constatant qu'ils étaient d'accord sur tous les points. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des hommes qui en sont membres. La première finalité et en dernière analyse, l'unique finalité de tout parti politique est sa propre croissance. Et cela sans aucune limite. Les événements de 1936 raniment en elle l'espoir de trouver des solutions dans la lutte syndicale. Elle écrit à propos du Front populaire que cette histoire montre toute l'importance de l'imagination dans la vie sociale. Mais elle dit par la suite comment cette imagination pouvait être rabaissée vers des motifs sentimentaux, utilisés de manière démagogique et récupérés par des intérêts de partis politiques. Celui qui inventerait une méthode permettant aux hommes de s'assembler sans que la pensée ne s'éteigne en chacun d'eux produirait dans l'histoire humaine une révolution. Qu'y a-t-il d'étonnant si, au lieu d'idées, on ne rencontre guère que des opinions, au lieu d'action, une agitation aveugle? Pas plus que l'homme n'est fait pour être le jouet d'une nature aveugle, il n'est fait pour être le jouet des collectivités aveugles qu'il forme avec ses semblables. Mais pour cesser d'être livré à la société aussi passivement qu'une goutte d'eau à la mer,
Il faudrait et la connaître et agir sur elle. Le sentiment d'être utile aux autres et même indispensable est un besoin vital de l'âme humaine. Pour y répondre, il faudrait que chaque être humain puisse tout d'abord s'approprier par la pensée l'œuvre entière de la société dont il est membre. Malheureusement, nous en sommes bien loin. Car nous vivons dans un monde où rien n'est à la mesure de l'homme. Jamais les hommes n'ont été plus incapables, non seulement de soumettre leurs actions à leurs pensées, mais même de penser. La machine sociale est devenue une machine à briser les cœurs, écraser les esprits. Une machine à fabriquer de l'inconscience, de la sottise, de la corruption. Et les partis politiques y participent pleinement en favorisant la formation d'un esprit partial qui substitue au jugement l'appartenance, la volonté de pouvoir et par conséquent la décision simpliste de se dire pour ou contre. Dans une démocratie où le jeu des partis règle la distribution du pouvoir, la liberté d'expression se ramène en fait à la liberté de propagande. Et les Français appellent cela démocratie, parce qu'ils n'en connaissent pas d'autre. Il faut donc inventer autre chose. Il faudrait des candidatures libres, ne se proposant pas sur des étiquettes gauche ou droite, mais sur des convictions et des projets personnels. C'est ça. Le peuple devrait avant tout considérer si ces hommes sont en mesure de penser les notions essentielles pour la vie d'un pays. Il faut pour cela des hommes de valeur, ayant une formation spirituelle, historique, sociale, dont la tâche serait avant tout éthique, philosophique, qui viendraient régulièrement rendre compte de leurs actions, de leurs projets, devant les citoyens, pour en débattre avec eux. Victor Hugo, Jaurès avaient cette envergure-là. Et même s'ils appartenaient à un parti, le peuple faisait d'abord confiance à l'homme, à son expérience, à son engagement personnel, existentiel, pour faire advenir réellement la justice sociale. Afin que chaque être humain, sans exception, puisse développer ses propres facultés, ses propres savoir-faire, pour les offrir à la collectivité et comprendre ainsi ce pourquoi il est venu sur Terre, ce pourquoi il est personnellement responsable de la bonne évolution du monde. Et c'est ainsi qu'il aura conquis sa dignité d'homme. Depuis 1929, elle souffre de crises de migraine qui peuvent durer de 5 à 6 jours, pendant lesquels le moindre mouvement de la tête est insupportable et où elle ne peut rien manger d'autre que des pommes crues râpées. Au milieu d'une conversation où elle parle avec volubilité, elle s'arrête soudainement, faisant effort pour surmonter la douleur. La douleur est située autour du point central du système nerveux, au point de jonction de l'âme et du corps. Elle dure à travers le sommeil sans être jamais suspendue une seconde. En 1937, elle fait un premier voyage en Italie, où Florence lui fait une telle impression qu'elle écrit à ses parents. Sûrement, j'ai déjà vécu à Florence, dans une vie antérieure. Puis elle voudrait passer quelques jours à Bobbio. C'est là, à Bobbio, que saint François a converti le loup.
Après avoir visité Rome, elle découvre Assise. À 1h15 au-dessus d'Assise, il y a un oratoire dans la montagne. Un ancien ermitage de Saint-François que fait visiter un jeune franciscain. Quand il a vu l'impression que me faisait ce lieu, il m'a raconté l'histoire d'une femme qui, au XVe siècle, y était montée, habillée en homme, s'était fait admettre comme franciscain et y avait vécu 20 ans jusqu'à sa mort, sans que personne ne s'aperçoive de rien. C'est dans cette petite chapelle romane du XIIe siècle, une merveille d'architecture, où Saint François a prié bien souvent, que quelque chose de plus fort que moi m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. En 1938, elle voulut entendre des chants grégoriens pendant les fêtes pascales. Et elle choisit l'abbaye de Solesmes, réputée pour la beauté de ses chants. J'ai passé 10 jours à Solesmes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques, en suivant tous les offices. J'avais des maux de tête intenses. Chaque son me faisait mal, comme un coup. Mais un extrême effort d'attention me permettait de sortir hors de cette misérable chair, de la laisser souffrir seule, tassée dans son coin, et de trouver une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe du chant et des paroles. Là, elle remarque un jeune Anglais, John Vernon, qui lui paraît revêtu d'un éclat véritablement angélique quand il revient de la communion. Il lui fait connaître les poètes métaphysiques anglais du XVIIe siècle, et c'est ainsi qu'elle découvre plus tard l'un de ses poèmes qu'elle apprend par cœur en se le récitant souvent. Le plus beau poème du monde, dit-elle. L'amour m'accueillit. Pourtant, mon âme recula, coupable de poussière et de péché. Mais l'amour, clairvoyant, me voyant hésiter dès ma première entrée, se rapprocha de moi, demandant doucement s'il me manquait quelque chose. Un invité, répondis-je, digne d'être ici. Tu seras lui, dit l'amour. Moi, le méchant, l'ingrat. Ah, mon aimé, je ne puis te regarder. L'amour prit ma main et répondit en souriant. Qui a fait ses yeux, sinon moi? C'est vrai, Seigneur, mais je les ai souillés. Que ma honte aille où elle mérite. Et ne sais-tu pas, dit l'amour, qui en a pris sur lui le blâme? Mon aimé, alors je servirai. Il faut t'asseoir, dit l'amour, et goûter à mes mets. Ainsi je m'assis et je mangeai. C'est au cours de l'une de ces récitations que le Christ lui-même est descendu et m'a prise. C'était une présence plus personnelle, plus certaine, plus réelle que celle d'un être humain. Dans cette soudaine emprise du Christ sur moi, ni l'essence ni l'imagination n'eurent aucune part. J'ai seulement senti, à travers la souffrance, la présence d'un amour, analogue à celui qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé. Dans sa miséricorde, Dieu m'avait empêché de lire les mystiques, afin qu'il me fût évident que je n'avais pas inventé ce contact absolument inattendu.
C'est après cela que j'ai senti que Platon est un mystique, que toute l'Iliade est baignée de lumière chrétienne et que Dionysos, Osiris sont d'une certaine manière le Christ lui-même. Il entra dans ma chambre et il me dit « Viens avec moi ». Il me fit sortir et monter jusqu'à une mansarde d'où l'on voyait par la fenêtre ouverte toute la ville. Il me fit asseoir. Nous étions seuls. Il parla. Ce n'était plus l'hiver. Ce n'était pas encore le printemps. La lumière montait, resplendissait, diminuait. Puis les étoiles et la lune entraient par la fenêtre. Et de nouveau l'aurore montait. Parfois il se taisait, tirait d'un placard un pain. Nous le partageons. Ce pain avait vraiment le goût du pain. Je n'ai jamais pu retrouver ce goût. Parfois, nous nous étendions sur le plancher. La douceur du sommeil descendait sur moi. Je me réveillais et je buvais la lumière du soleil. Il ne m'enseignait rien. Nous nous causions de toutes sortes de choses, à bâton rompu, comme font de vieux amis. Puis un jour, il me dit « Maintenant, va-t'en ». Je tombais à genoux. Je le suppliais de ne pas me chasser. Mais il me jeta dans l'escalier. Je descendis sans rien savoir, le cœur comme un morceau. Je marchais dans les rues. Je m'aperçus que je ne savais pas du tout où se trouvait cette maison. Je n'ai jamais essayé de la retrouver. Je comprenais qu'il était venu me chercher par erreur. Je sais bien qu'il ne m'aime pas. Comment pourrait-il m'aimer? Pourtant, au fond de moi, quelque chose, un point de moi-même, ne peut s'empêcher de penser, en tremblant de peur, que peut-être, malgré tout, il m'aime. Bien qu'aujourd'hui on semble l'ignorer, la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études. Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention, beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C'est pourquoi toutes les fois que l'on fait véritablement attention, on détruit du mal en soi. Si l'on fait attention pendant un quart d'heure avec cette intention, cela vaut beaucoup de bonnes heures. Et surtout, la pensée doit être vide, en attente. Ne rien chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue l'objet qui va le pénétrer. La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir porter sur lui un certain regard. Ce regard est d'abord un regard attentif, où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même l'être qu'elle regarde, tel qu'il est, dans toute sa vérité. Seul on est capable.
celui qui est capable d'attention. Ainsi, il est vrai, quoique paradoxal, qu'une version latine a un problème de géométrie, même si on les a manqués, pourvu seulement qu'on leur ait accordé l'espèce d'attention qui convient, peuvent rendre mieux capable, un jour, plus tard, si l'occasion se présente, de porter à un malheureux, à l'instant de sa suprême détresse, exactement le secours susceptible de le sauver. Elle apprend par cœur le Notre Père en grec et se le récite en faisant les vendanges. Puis elle décide de le dire une fois chaque matin avec une attention absolue, en recommençant chaque fois que son attention s'endort. Parfois, les premiers mots déjà arrachent ma pensée à mon corps, la transportent en un lieu hors de l'espace, d'où il n'y a ni perspective, ni point de vue. L'espace s'ouvre. L'infinité de l'espace ordinaire de la perception est remplacée par une infinité à la deuxième ou quelquefois troisième puissance. Parfois aussi, pendant cette récitation ou à d'autres moments, le Christ est présent en personne. Septembre 1939. Elle voyait déjà les questions qui se poseraient au-delà de la guerre. Elle pensait que ce qui menaçait le monde, ce n'était pas seulement l'Allemagne hitlérienne. C'était aussi un état de la civilisation qui rendait possible l'arrivée d'Hitler. Nous avons été élevés dans l'admiration de Rome, de ses conquêtes, de son empire. Mais nous ne nous rendons guère compte de ce qu'a été en réalité l'Empire romain. Quand les procédés par lesquels Rome a conquis le monde se reproduisent sous nos yeux, nous ne les reconnaissons pas. Les chefs qui ont gouverné la France et qui sont encore proposés à notre admiration, Louis XIV, Napoléon, ont souvent imité les procédés de Rome, soumettant les peuples à un État centralisé, bureaucratique et militaire. Il y a là un phénomène inhérent, non pas au sang germanique, mais à la structure de l'État moderne, dont la France a été le modèle. La seule possibilité de salut consisterait dans une coopération méthodique entre tous, puissants et faibles, en vue d'opérer une décentralisation politique et sociale. Simone Veil envisageait déjà la nécessité de faire participer la société civile à la vie de la cité. C'était pour elle la seule condition de l'instauration d'une véritable démocratie directe, mettant à contribution chaque citoyen dans la vie locale, comme c'était le cas dans les cités grecques. Au IVe siècle, l'empereur Constantin avait déclaré le christianisme religion officielle de l'Empire. Elle devint ainsi un outil de centralisation politique, exerçant l'autorité de l'institution et de ses dogmes. Le christianisme perdit alors son âme des origines, qui restait liée au paganisme antique, laissant libres les modes de célébration, de rencontre avec le fait religieux, dans les maisons, dans la nature, dans la vie de la cité. L'acte de la création n'est pas un acte de puissance, c'est une abdication. Par cet acte a été établi un royaume autre que le royaume de Dieu. C'est un royaume d'où Dieu s'est retiré.
Il le laisse à la disposition de l'homme afin qu'il puisse y faire ses propres expériences, ses propres choix, en se sentant le seul juge. Et ce sera à lui, par son propre vouloir d'homme, de reconduire notre monde terrestre vers l'esprit créateur, qui est tout amour, car on ne peut créer sans amour, et qui nous accompagne, quoi qu'il arrive, sans rien dire, sans se montrer, en nous laissant faire. En 1940, la famille de Simone quitte Paris pour Marseille. C'est là que débute l'amitié et la correspondance avec le père Perrin et Gustave Thibon. Dans les lettres qui leur sont adressées, elle développe longuement les raisons qu'elle a de ne pas rejoindre l'Église. Je trahirais la vérité, c'est-à-dire l'aspect de la vérité que j'aperçois, si je quittais le point où je me trouve depuis la naissance, à l'intersection du christianisme et de tout ce qui n'est pas lui. Je pense qu'en aucun cas, je n'entrerai jamais dans un ordre religieux pour ne pas me séparer par un habit du commun des hommes. Il y a des êtres humains pour qui cette séparation n'a pas de grave inconvénient parce qu'ils sont déjà séparés du commun des hommes par la pureté naturelle de leur âme. J'ai le besoin essentiel et je crois pouvoir dire la vocation de passer parmi les hommes les différents milieux humains en me confondant avec eux. Je veux vivre en moi-même ce que vivent les autres, afin de les accompagner, de les comprendre, sans les juger. Pour cela, ma pensée doit être indifférente à toutes les idées, sans exception, y compris le matérialisme et l'athéisme. Elle doit être également accueillante, également réservée à l'égard de toutes. Il y a un chemin vers la foi, par la voie de l'athéisme, qui est préférable à la croyance combleuse de vide. Ceux qui se disent athées savent bien que les expériences de la vie contiennent un mystère plus grand que le simple hasard. Ils savent aussi prier, remercier. Peut-être bien que ce sont eux, les croyants les plus authentiques, ayant traversé l'épreuve du désert, du non-sens, de la totale solitude. Mais au fond d'eux-mêmes, ce qui est capable d'attention aux autres, d'émerveillement devant la nature, de confiance, de courage, témoigne bien du sentiment d'être englobé dans un monde dont l'intelligence est d'un autre ordre que celle d'une simple mécanique. Au fond, au lieu de se demander si Dieu existe, question tellement abstraite, ne vaudrait-il pas mieux se demander, plongé comme nous le sommes dans la réalité concrète, sommes-nous capables de percevoir dans tout ce qui existe ce qui ne demande qu'à aimer, qu'à se relier? Sommes-nous capables de percevoir la poésie du monde, la poésie de nos gestes, la poésie de nos paroles,
La poésie de la lumière qui traverse la fenêtre et vient se poser sur la table. Sommes-nous capables de croire dans le pouvoir de discernement du cœur, en sa puissance réelle de création? Sommes-nous capables de croire en la réalité de ce qui advient quand la parole effraie? En mai 1942, elle accompagne ses parents qui partent aux États-Unis dans l'espoir de pouvoir de là rejoindre le monde. Après une traversée d'1 mois, ils débarquent à New York. Là, elle explore Harlem, va tous les dimanches dans une église baptiste, invite des jeunes filles noires chez elle, part dans le sud, se mêler aux ouvriers agricoles. À New York, elle retrouve son frère, qui, entre-temps, est devenu un mathématicien célèbre, le premier génie de la famille. Quant au génie de sa sœur, il ne sera découvert qu'après sa mort, quand ses écrits seront publiés. Mais elle n'a de cesse de prendre sa part du malheur de la guerre. Elle est obsédée par la pensée de ceux qui tombent blessés sur les champs de bataille, et pour qui la rapidité des secours est d'une importance essentielle. Beaucoup de ceux qui meurent survivraient s'ils pouvaient recevoir immédiatement des soins au moins sommaires. Quant à ceux des blessés qui sont trop gravement atteints et qu'on ne pourrait sauver, l'idée de leur agonie solitaire, dont l'abandon lui est intolérable. Elle voulut donc suggérer la formation d'un petit groupe d'infirmières qui, ayant fait le sacrifice de leur vie, se consacreraient à soigner et assister en plein combat les blessés et les mourants. Présente sur les lieux du plus grand péril, elle témoignerait de la persistance de quelques offices d'humanité au point culminant de la sauvagerie. Son projet est de rejoindre Londres pour constituer de là ce groupe d'infirmières de première ligne et être envoyée sur le front. Elle voulait par là donner l'exemple d'un courage pur, non échauffé par la volonté de tuer. Elle écrit à Maurice Schumann: Le malheur répandu sur la surface du globe terrestre m'obsède et m'accable, au point d'annuler toutes mes facultés. Et je ne puis les récupérer et me délivrer de cette obsession que si j'ai moi-même une large part de danger et de souffrance. C'est donc la condition indispensable pour que je puisse travailler. Elle arrive à Londres en décembre 1942. Elle est fort bien reçue au siège des forces françaises libres par André Philippe et Maurice Schumann. Mais on a mis en suspens son projet d'infirmière de première ligne. Et en attendant, on lui donne un bureau pour qu'elle écrive sa vision sociale et politique de ce que la France d'après-guerre devrait s'efforcer d'accomplir pour son peuple. Elle passe des heures interminables dans ce bureau, se contentant d'un simple sandwich y restant le soir, et quand elle a laissé passer l'heure du dernier métro, elle y dort quelques heures, appuyée sur la table ou étendue par terre. Elle estime qu'elle n'a pas le droit de manger plus que ses compatriotes restés en France, c'est-à-dire très peu. Son travail acharné et les privations qu'elle s'inflige l'affaiblissent de jour en jour. Le 15 avril 1943, une amie la retrouve prostrée sur le plancher de sa chambre. On la transporte à l'hôpital du Middlesex, après avoir diagnostiqué une tuberculose. Elle refuse d'avoir une chambre privée. Mais on y met cependant au bout de 3 jours, à cause des risques de contagion.
Le 26 juillet, elle envoie sa lettre de démission des forces françaises libres, se désolidarisant ainsi des luttes d'influence et des ambitions personnelles qui envahissent le mouvement de la France combattante. Le 4 août, elle écrit à ses parents sa dernière grande lettre. J'ai, moi aussi, une espèce de certitude intérieure croissante qu'il se trouve en moi un dépôt d'or pur qui est à transmettre. Certains sentent confusément la présence de quelque chose, mais il leur suffit d'émettre quelques épithètes élogieuses sur mon intelligence et leur conscience est tout à fait satisfaite. L'intelligence ne peut rien sans le cœur. En elle-même, elle ne peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est bien. Le cœur le sait, lorsqu'il se tourne vers le bien de tous. L'intelligence du cœur, voilà le trésor où puiser pour pouvoir inventer un monde nouveau à la mesure de l'homme. La chaleur de l'été, tellement éprouvante, lui fait demander d'être transportée dans un sanatorium. Le 17 août, elle fait le trajet en ambulance vers Ashford. Arrivant là-bas, elle s'exclame. Quel bel endroit pour y mourir. Là, devant les efforts pour la ranimer dans son extrême faiblesse, elle répète qu'elle ne veut pas manger plus que les Français sous l'occupation. Elle était devenue réellement incapable de se nourrir normalement. Il ne lui restait plus qu'à accomplir l'acte suprême de totale obéissance, c'est-à-dire le consentement à la mort. Elle s'éteint le soir du 24 août 1943. J'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où, pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle, entre dans l'âme. Merci beaucoup pour cette présence, cet événement en fait qui est un petit peu tombé du ciel. Il n'y a même pas un mois, je sais pas. 3 semaines. 3 semaines. C'était pas prévu du tout, hein. Mais il y a un enchaînement de circonstances qui a fait que le directeur de là où Carmen travaille. Alors en fait, Ils le connaissent ? Oui, non, ils ne le connaissent pas. Je ne connais pas moi-même la plupart des gens dans cette salle. Donc en fait, je travaille dans le centre de Paris et mon directeur, qui est quelqu'un de très éclectique, connaît également Daniel. Et Daniel a fait connaissance. Et Daniel est venu imprimer des petits livrets. Donc c'est lui qui m'a offert. Quand j'ai dit que j'avais besoin, que je changeais toujours mes textes et que mes anciens textes, il faudrait que je colle des petits papiers dessus. T'inquiète pour les petits papiers, moi je te les fais les impressions.
Il m'en a fait une première fois, et après quand j'ai redonné la pièce, là il était à l'étranger, et il me dit, eh ben voilà, c'est prêt, et tu vas donc au lieu de l'entreprise en question, enfin le bureau en question, un grand bureau en fait, à plusieurs pièces. Et voilà, et tu ne devais pas être là en plus. Et j'arrive juste en fin de journée pour récupérer voilà, les petites heures en question là. Et je tombe sur Carmen, on ne se connaissait pas. Et elle me dit, oh mais je m'intéresse beaucoup à Simone Veil. On commence à parler pendant qu'elle est en train de faire son travail, parce qu'elle avait beaucoup de travail. Et puis elle me dit, dis donc, ça te dirait pas qu'on aille prendre un pot, t'attends que j'ai fini ma journée, puis on va aller prendre un pot. Ah oui, oui, bien sûr. On va prendre le pot, donc dans le boulevard extérieur, là, on va au boulevard. Ouais. Et puis on continue de parler, elle me dit, oh là là, mais il faut que j'appelle mon compagnon. Il est trop concerné par tout ça. Elle l'appelle, il était là, il arrive. Et ben voilà, tous les trois dans la rue, on décide que voilà, j'apprends qu'il a créé le Simone. Ah bon. Moi j'étais au courant il y a longtemps, mais je ne savais pas, je n'étais au courant que du projet. Et je n'avais pas suivi l'affaire. Et pourtant c'est connu de l'association pour l'étude de la pensée de Simone Veil, à laquelle j'appartiens depuis 10 ans, hein, qui fait des congrès tous les ans et auxquels je vais. Et là, je n'avais pas réalisé que dans leur revue, ils en parlaient de ce lieu. Ils me l'ont dit après, hein. Ils m'ont dit que ça avait été annoncé, je n'avais pas réalisé. Et voilà, et je dis, bah moi je vais à Lyon, justement, je voulais vous parler de ça aussi. Je suis là aussi pour cette raison-là, pour les dialogues en humanité de Patrick Vivray. Il y en a qui connaissent, et vous, hein. Et donc, je voulais vous en parler un petit peu. Dès demain, ça commence, ça dure 3 jours, et c'est sous les arbres du parc de la Tête d'Or, avec dans plein de clairières différentes, des gens du monde entier qui viennent présenter ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont inventé de nouveau sur cette terre, en matière artistique, thérapeutique, en matière citoyenne, etc. Voilà. Donc il y a un incroyable congrès en plein air qui va se passer à partir de demain, auquel je vous convie. Malheureusement, j'ai très peu de programmes, à savoir 4. Mais vous allez sur Internet, vous faites dialogue en humanité, hein, vous faites dialogue en humanité, ils vont le trouver tout de suite, hein, rien qu'en faisant ça. C'est gratuit. C'est tout à fait gratuit. Il y en a combien qui connaissent là ici? D'accord. Ah ben c'est bien. Bravo. Donc on va se retrouver là-bas. Et donc je disais ça pour dire, voilà, je dis à Foucault et Carmen, je leur dis, bah moi de toute façon j'ai mon billet qui est déjà pris le 6 juillet pour aller dialogue en humanité le lendemain. Ah ben on pourrait faire ça le 6 aussi. Et voilà comment nous sommes en présence par ces grands événements. On ne sait pas comment la vie fait ça, vous avez vu. Alors dans le texte que vous avez entendu, il y a évidemment l'immense majorité qui sont des textes de Simone Veil. Ce que dit Carmen, donc le récitant qui raconte la vie, c'est sa biographe, hein, qui s'appelle Simone aussi, Simone de Pétremont. J'ai choisi Simone Pétremont. Oui, pardon. Donc j'ai choisi de me baser vraiment sur ces récits de la vie pour prendre les extraits que dit le récitant. Le reste, c'est des textes de Simone Veil, mais depuis, je l'ai écrite un petit peu avant l'an 2000. Et depuis ce temps, ça a énormément changé, ça s'est réduit du temps où je te connaissais. Voilà. Et tous les derniers temps où je l'ai reprise, j'ai toujours eu des idées qui venaient toutes seules en quelque sorte, enfin des intuitions, de rajouter tel et tel texte en rapport avec l'actualité. Et donc, on m'a demandé de la jouer à Avignon l'année dernière, dans le festival, la directrice du centre de poésie. Et déjà pour cette version-là, j'avais rajouté des choses. Et puis quand j'ai vu comment les gens étaient touchés par l'actualité, comment ça les émouvait de voir comment ça aide à penser, en fait. Hein. Ça aide à penser notre actualité. Donc je me suis dit, je vais le reprendre dans mon lieu parisien, qui est un lieu que j'ai créé aussi, comme le Simone, mais qui n'est pas un café, qui est un petit théâtre, qui s'appelle l'Atelier du Verbe, que j'ai créé dans le 14e arrondissement, depuis 6 ans. Et donc je l'ai repris à la rentrée. Et chaque fois que je l'ai rejoué, je rajoutais des textes.
Il y en a encore un là, mais je vous ai, voilà, j'en ai encore un là en réserve. Je ne voulais pas intégrer pour pas faire trop. Mais si jamais ça vient dans l'échange entre nous, vous y aurez droit. Mais c'est pas un texte de Simone Veil, mais c'est un texte que j'ai reçu par mail de Pic de la Mirandole et qui est très très en rapport, qui développe de manière admirable, mais c'est un petit truc comme ça, hein, ce que je vous ai dit sur l'acte de la création n'est pas un acte de puissance, c'est une abnégation, et que Dieu a créé ce monde sans lui, pour le laisser aux hommes. Hein. Donc Pic de la Mirandole, il dit exactement la même chose d'une manière magnifique. Bon. Donc, maintenant, donc je remercie énormément toute cette organisation, parce que ça a été fait, décidé il n'y a pas longtemps, mais après il a fallu qu'ils s'organisent pour arriver à ce que tout se passe presque comme ça se passe à l'atelier du Verbe, où il y a une scène, il y a tout ce qu'il faut. Ben là, pour moi, je dirais même que je me suis sentie tellement avec vous, avec Carmel, que j'ai le sentiment, à chaque fois je me dis que c'est la meilleure. Voilà. La meilleure, non mais je veux dire, la meilleure dans... Oui, c'est peut-être parce qu'on vient de le vivre, hein. C'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, je me suis sentie très en communication avec vous, j'espère que c'était réciproque. Voilà. Je voulais juste ajouter une toute petite chose. On a une collection d'Alpercato. On a publié 2 ouvrages qui sont des recueils de textes de Simone Veil, si vous voulez vous replonger. Il y a Désarroi pour notre temps et le tout dernier qui est sorti, je crois, ces jours-ci, aujourd'hui, je crois, enfin, il y a pas longtemps, Luttons-nous pour la justice. Voilà, donc ils sont en vente ici, si jamais vous voulez replonger dans la lecture chez vous. Merci encore. Voilà, donc c'est bien entendu un émerveillement de découvrir ce lieu pour moi, et que même vous faites des éditions, c'est génial. Pour ce qui est du texte, vous pouvez, si vous donnez votre mail, je peux vous l'envoyer par mail. J'ai 4 exemplaires, sachant que je vais en laisser, c'est comme l'autre là, sachant que je vais en laisser ici quand même, peut-être en laisser 2 pour vous, pour le café, donc il en reste plus que 3 en fait. Hein. Ceux qui ne peuvent pas aller sur internet, ils ont le droit à avoir un texte comme ça. Voilà. Et les autres, bah, vous me donnez votre mail, j'ai une petite feuille là pour écrire votre mail, si ça vous intéresse. Hein. Voilà. De pouvoir vous replonger dedans ou même transmettre. Hein. C'est libre. Voilà. Voilà. Et sinon, chaque fois que j'ai joué cette pièce, on fait un entretien après. Et c'est comme une deuxième pièce qui démarre en fait. C'est pas question-réponse, c'est quelque chose qui se passe sur la base de ce qui a été vécu en fait. Hein, et ça peut partir de n'importe quel sujet, ce que ça nous évoque, ou bien quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on veut savoir de plus sur Simone Veil, parce que bien sûr, il y a quand même le strict minimum là, hein, et il y a bien d'autres choses pour la décrire. Voilà, donc ceux qui veulent, avec des petites consommations, je sais pas, on peut faire un échange libre comme ça. Voilà. Oui, mais c'est pas pareil qu'un échange avec tout le monde assis. Hein. Mais on peut faire, ceux qui veulent des consommations des prêts, ils viennent s'asseoir. Hein, oui, voilà. Mais c'est pas du tout pareil de parler chacun que de faire une communauté de personnes qui portent une pensée qui progresse. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc on fait une petite pause pour si vous avez envie d'une boisson, et puis dans 5 minutes, ceux qui ont envie de faire cette petite... Voilà, mais on peut faire ça pendant seulement une demi-heure, hein, si vous êtes pris par le temps. Chacun est libre de partir quand il veut, hein, de toute façon. Voilà. Et voilà, je peux écrire pour vous mettre.